Après la catastrophe du convoi PQ-17 en juin 1942, il n'y avait eu qu'un seul autre convoi arctique en partance, à savoir le PQ-18 qui a appareillé en septembre. De plus, les départs de convois furent suspendus mi et fin 1942 pendant que la Royal Navy évaluait la situation. Cette période s'est prolongée au-delà de la zone de danger causée par l'allongement des heures de clarté par temps dégagé en raison des besoins d'autres zones d'opération, en particulier l'opération Torch, et le convoi PQ-19, qui devait compter 40 navires, a donc été dissous. Cela a conduit à l'opération FB, où divers navires ont tenté de rejoindre, pour la plupart seuls, les ports russes à la place. Cela ne s'est pas déroulé aussi désastreusement que l'on pourrait s'y attendre, du moins selon les critères du PQ-17, car la combinaison de l'augmentation des heures d'obscurité à l'approche de l'hiver, ainsi que le mauvais temps qui l'accompagnait, rendait la détection et l'attaque de surface presque impossibles. Ces facteurs, ajoutés au transfert de la majorité et des meilleurs avions d'attaque de la Luftflotte 5 pour s'en prendre à la flotte alliée lors de l'opération Torch mentionnée précédemment, faisaient que, mis à part, bien sûr, la menace constante des U-boots, la seule véritable menace aérienne pour ces navires désormais difficiles à repérer était un petit groupe d'appareils jugés essentiellement incapables de survivre face à la défense contre avions modernes et donc laissés en Norvège. Ainsi, la plupart des navires engagés, qu'ils aillent vers l'est ou l'ouest lors de l'opération FB, ont survécu, mais cela marquait aussi la dernière note de bas de page de la série des convois PQ. Mais quelques mois plus tard, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait toujours besoin de ravitaillement et la plupart des combats liés à l'opération Torch étaient terminés. Il fut donc décidé de relancer les convois de l'Arctique. Mais les anciennes désignations PQE et QP pour les convois partant et revenant respectivement furent remplacées par une nouvelle série qui allait durer jusqu'à la fin de la guerre, à savoir les séries JW et RA. Tout cela commença à la mi-décembre 1942 avec le convoi JW51A composé de 16 navires marchands accompagnés pour la majeure partie du voyage par un dragueur de mines, 2 corvettes et 2 chalutiers, ceux-ci servant d'escorte rapprochée. 6 destroyers de l'entre-deux-guerres étaient proches, appuyés par 2 croiseurs légers et 3 destroyers, tandis qu'une force distante rassemblait le cuirassé roi George V, le croiseur lourd Berwick et 3 destroyers. Il s'agissait d'une force d'escorte nettement moins puissante que celle qui avait couvert en théorie le PQ-17, mais le niveau de protection avait été dicté en partie par le profond hiver arctique rendant une attaque moins probable, et le seul navire de ligne allemand présent en Norvège, le Tirpitz, avait été déplacé vers le sud pour un radoub bien nécessaire. Les croiseurs lourds Lützow et Amiral Ypres étaient les unités les plus lourdes de la Kriegsmarine présente, car l'amiral Scheer, aussi en radoub, était parti avec le Tirpitz avant de continuer plus au sud et de rentrer en Allemagne. Le Scharnhorst et le prince Eugen devaient rejoindre la Norvège, mais cela n'était prévu qu'au début de 1943, en attendant plus de carburant, car la sortie avortée du Tirpitz contre le PQ-17 avait déjà réduit les réserves. Ainsi, l'escorte du convoi était au total largement assez puissante pour faire face à quelques croiseurs lourds et aux destroyers qui les accompagnaient. Pour leur part, les Allemands avaient été préparés à exploiter leur succès contre les convois PQ, mais la longue absence d'efforts alliés dans ce domaine avait d'abord conduit à l'ennui, puis à la décision d'envoyer le navire mentionné plus tôt vers le sud pour des réparations et des révisions. En fin de compte, cette reprise des convois alliés passa complètement inaperçue aux yeux des Allemands, et ainsi JW51A réussit à échapper aux avions et aux U-boots qui patrouillaient dans la zone, sans aucune entrave ni perte. Bien que la menace aérienne ait été réduite par la météo et le nombre limité d'avions disponibles, la menace sous-marine restait néanmoins élevée, en partie parce que Hitler était toujours obsédé par l'idée d'une invasion alliée de la Norvège, ce qui expliquait pourquoi la formation d'escorte du convoi conservait encore un nombre raisonnable de petits navires de guerre. Vous pouvez également noter, cependant, qu'avec seulement 16 navires, JW51A était bien plus petit que la plupart des convois PQ. Cela était dû à une dispute qui avait eu lieu entre l'amiral Tovey et Londres. Après PQ-17,
Tovey avait recommandé qu'il y ait des convois plus nombreux, petits et rapides. Selon lui, ils seraient plus faciles à gérer. Il permettrait d'utiliser un plus petit nombre de navires marchands un peu plus rapides et serait donc non seulement plus rapide, mais nécessiterait aussi moins d'escorte par traversée, libérant ainsi des ressources. Londres, en revanche, avait souhaité la reprise des grands convois, composés de plusieurs dizaines de navires marchands, et le compromis avait été de diviser le grand convoi initialement prévu en deux, d'où JW 51A au lieu de JW 51, ce qui rendait les navires marchands plus faciles à gérer, tout en garantissant qu'une quantité suffisante de ravitaillement parviendrait à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il y avait aussi la théorie selon laquelle, puisque ces convois circulaient plus fréquemment, les escortes du convoi précédent qui rentrait chez elles seraient disponibles à la demande pour aider celles du convoi chargé qui les suivait, si nécessaire. Ainsi, 7 jours après le départ du JW 51A, le JW 51B prit la mer composée de 15 navires marchands avec une escorte rapprochée, qui, une fois de plus, se composait d'un dragueur de mine, de 2 corvettes et de 2 chalutiers, en l'occurrence le Bramble, Hyderabad, Rhododendron, Visalma et Northern Gem, respectivement, le commandement étant assuré par le commandant Rust à bord du Bramble. Sur la portion entre l'Écosse et l'Islande, 3 destroyers de classe Hunt ont aidé à escorter le convoi. La proximité des départs a fait que les 3 mêmes navires ont accompli la même mission pour le JW 51A. L'escorte principale de destroyers était composée de 2 anciens destroyers, l'Acartès et le Bulldog, ainsi que de 5 destroyers d'urgence de classe O construits pendant la guerre, l'Obdurat, l'Obédiant, l'Onslow, l'Oribi et l'Orwell. Ce groupe était placé sous le commandement du capitaine Sherbrooke, qui se trouvait à bord de l'Onslow. Comme les rapports indiquaient que le convoi JW 51A avait finalement été repéré lors de son approche finale des ports russes par quelques efforts tardifs de reconnaissance aérienne allemande, Sherbrooke supposa que des unités aériennes et de surface allemandes allaient partir à la recherche de son convoi. Il élabora donc un plan assez simple. En cas d'attaque de surface, les 2 anciens destroyers seraient chargés de poser un écran de fumée pour couvrir le convoi et d'agir comme force de réserve, tandis que les navires de la classe O, pour la plupart identiques, formeraient la ligne de bataille principale face à l'ennemi. Cependant, ce plan allait subir un léger revers, car le mauvais temps en route vers l'Islande endommagea le Bulldog suffisamment pour qu'il doive faire demi-tour pour des réparations et ne puisse donc pas accompagner le convoi. 2 formations assuraient la couverture lointaine. Plus loin se trouvait l'amiral Fraser sur le Her Majesty's Ship Anson, accompagné du croiseur Cumberland et de 5 destroyers, 3 de type flotte, 2 classe Hunt. Plus près, mais brièvement, une partie de la force de couverture du JW 51A avec les croiseurs Sheffield, Jamaica et les destroyers Matchless et Opportune quitterait l'inlet de Kola le 27 décembre précédant le convoi de retour RA 51 et ses escortes. L'idée était que cette formation de croiseurs, sous le commandement de l'amiral Burnett, désigné Force R, traverse la zone de danger maximale juste avant le JW 51B et ainsi intercepte idéalement tout navire allemand en route pour attaquer le convoi. Sinon, ils resteraient à proximité au cas où et pourraient revenir sur leurs pas pour suivre le convoi. Comme l'avait prédit Sherbrooke Brooks, le 24 décembre, le convoi fut repéré par des avions de reconnaissance allemands et, à l'insu du convoi, le U-354 utilisa ses rapports pour commencer à suivre le convoi également. Le capitaine Herbshib jugea que son sous-marin isolé n'était pas idéal pour attaquer, et, face à de nombreux navires équipés de radars et de Allied Submarine Detection Investigation Committee dans l'escorte, préféra surveiller le convoi, signaler sa position et envisager une attaque ultérieure lors d'une opération plus large. Le temps conspira alors à se détériorer davantage. La visibilité devint nulle. L'équipage dut sortir sur le pont, attaché pour la sécurité, afin d'enlever la glace accumulée sur leur navire qui tanguait, tandis que la température chutait au point de geler les conduites d'eau internes et de couvrir de glace certaines cloisons intérieures. Sans surprise, les équipements commencèrent bientôt à tomber en panne.
Le destroyer Oribi vit son gyroscope et son radar mis hors service par le choc d'une vague particulièrement puissante, et comme sa boussole magnétique était fortement perturbée par la proximité du pôle Nord, il ne lui restait aucun autre moyen de navigation, puisque les conditions météorologiques empêchaient toute observation du Soleil, des étoiles ou de la Lune. Le navire fut donc contraint d'agir comme un voilier médiéval et de se diriger vaguement vers le sud dans l'espoir de trouver la terre sans s'y écraser, puis de longer cette terre vers l'est jusqu'à atteindre la Russie. Un effort qui, croyez-le ou non, allait réussir, notamment parce que les Allemands n'avaient pas prévu qu'un destroyer britannique puisse s'approcher de la côte norvégienne occupée, donc ils ne le cherchaient pas, et le temps épouvantable aurait de toute façon rendu toute tentative vaine. Mais cela signifiait bien sûr que l'escorte du convoi comptait un navire de moins, et Aribi n'était pas le seul navire à avoir disparu. Le Jefferson Myers et le Daldorg ont vu leur cargaison de pont, des bombardiers, commencer à bouger et menacer de se détacher, ce qui, dans le cas du second, s'est effectivement produit. Les deux navires se sont arrêtés pour tenter de sécuriser les avions, ce qui signifiait que le reste des navires de la colonne bâbord du convoi, ne pouvant voir que la silhouette vague du navire devant eux, ont fini par les suivre et ainsi perdre le contact avec le convoi principal. Le chalutier Visalma les a suivis, car lui aussi naviguait principalement en gardant sa position par rapport au navire central de la colonne bâbord, et l'a donc suivi lorsqu'elle a dévié de sa route. Le cargo Dover Hill, gravement endommagé par le mauvais temps, a dû faire demi-tour. Le soir du 28 décembre, alors que le temps s'améliorait légèrement, Sherbrooke a rassemblé les 9 navires marchands restants, puis a envoyé le commandant Rust à bord du Bramble pour retrouver les autres. Bien que petit et légèrement armé, le Bramble était relativement récent, n'ayant été mis en service qu'en 1939, et à ce titre, il était équipé d'un radar de recherche de surface assez moderne, ce qui, pensait-on, lui permettrait de localiser plus rapidement les navires égarés. Le lendemain, la plupart des navires marchands manquants ont rejoint la formation. Le Visalma et le cargo Chester Valley avaient établi qu'ils se trouvaient quelque part au nord du convoi et allaient essayer de les rejoindre, et le Bramble, bien sûr, était toujours en train de chercher le Jefferson Myers. Également le 29, la force air de l'amiral Burnett avait terminé sa patrouille vers l'ouest et avait fait demi-tour pour se diriger à peu près vers l'est, un peu au sud et en avant du convoi, avec l'intention d'arriver au nord de son point de départ initial à Kola tard le 30, puis de se diriger au nord-ouest pour dépasser le convoi et prendre position au nord-ouest de celui-ci pour son passage final. Le U-354, pendant ce temps, avait aperçu le convoi de temps à autre à travers des éclaircies dans la météo, et grâce à l'éloignement de l'Urib et du Visalma ainsi qu'au détachement du Bramble, combiné à des conditions d'observation généralement mauvaises, le sous-marin voyait moins d'escorteurs et signala donc que le convoi semblait désormais faiblement escorté et qu'avec l'amélioration du temps, il tenterait une attaque. Le sous-marin passa la nuit du 29 au 30 à tenter de devancer le convoi en surface, ce qui fut difficile pour l'équipage, les tempêtes arctiques étant redoutables même pour un navire conçu pour cela. Essayez maintenant de reproduire cette expérience dans un minuscule type Sept-C. Quoi qu'il en soit, dans la matinée du 30, le sous-marin passa à l'action, mais il fut presque immédiatement repéré par les capteurs de l'Obdurat. Le destroyer a tenté d'éperonner, mais le U-boot a plongé à temps et s'est échappé, perdant sa position de tête et devant reprendre la poursuite. Sur la base des rapports du U-boot, les Allemands décidèrent de risquer leurs forces de surface, et à 18h00 le 30, les croiseurs Ypres et Lützow appareillèrent avec 6 destroyers, le Friedrich Eckholt, le Richard Beitzen et le Theodor Riedel, ainsi que les Z-30, Z-31 et Z-29. Ils sont partis sous les ordres standards de la Kriegsmarine pour la guerre, détruire le convoi, mais ne pas engager une force ennemie supérieure. À cela s'ajoutait également un ordre direct de ne pas secourir les survivants, ainsi qu'une directive pour le Lützow de tenter de rejoindre l'Atlantique après la destruction du convoi. Comme la présence de sous-marins alliés sur la route directe vers le convoi était connue, ou du moins fortement suspectée, la formation allemande s'est d'abord dirigée vers le nord-ouest pour contourner cette ligne avant de virer et de se diriger vers le nord-est. Alors qu'ils se mettaient en position sur la trajectoire d'interception, ils reçurent de nouveaux ordres, leur interdisant même d'engager un ennemi de force similaire, vraisemblablement pour éviter d'être endommagés, en particulier en vue de la mission suivante du Lützow.
À la transition du 30 au 31, l'amiral Coumetz apprit aussi qu'une reconnaissance aérienne avait détecté le départ de 2 croiseurs de Kola. C'était bien la force de Burnett, bien qu'il soit parti quelques jours plus tôt. Cependant, il y avait un point positif. Le U-626 avait réussi à trouver et à rejoindre le U-354 dans ses efforts de poursuite. Surnommé Opération Regenbogen, le plan allemand consistait à former une grande ligne d'escarmouche avec Ypres à une extrémité au nord et Lützow à l'autre extrémité au sud, les destroyers étant déployés entre eux. Ils se dirigeraient ensuite vers la position signalée du convoi dans le but d'établir le contact à l'aide des destroyers, ce qui laisserait les 2 croiseurs, théoriquement, de chaque côté du convoi. Une fois le contact établi, le Ypres et le Lützow approcheraient des 2 côtés, tandis que les destroyers se replieraient pour les soutenir, piégeant ainsi le convoi. Sans le savoir, c'était un plan qui, sur le papier, contrecarrait parfaitement celui de Sherbrooke, puisque son plan prévoyait une force de surface allemande arrivant du sud, et donc ces destroyers se retrouveraient à combattre le Lützow et son escorte, tandis que le Ypres et son escorte tomberaient sur le convoi, qui n'aurait plus que quelques corvettes et un chalutier pour le protéger. À 07h15, le 31, les vigies du Ypres aperçurent des éléments du convoi. La patrouille se trouvait un peu plus au sud que l'endroit idéal, mais comme on était en plein hiver arctique, il faisait encore assez sombre, et donc les navires allemands commencèrent à former leur groupe d'attaque, pendant que le Ypres ralentissait et rompait le contact pour se placer dans une meilleure position d'attaque, laissant ses 3 destroyers, le Friedrich Eckholt, le Rickarbeitsen et le Z-29, maintenir le contact. Idéalement, en raison du nombre limité de navires dans la formation allemande équipés d'un radar utile pour le tir, Coumetz voulait attaquer un peu plus tard dans la journée, lorsque la brève apparition du soleil à l'horizon leur permettrait également d'utiliser des télémètres optiques. À l'approche de ce qui tenait lieu d'aube, le temps commença à s'améliorer, le vent se calma un peu et les vagues étaient un peu moins agitées, même si elles restaient assez grosses. La température restait cependant bien en dessous de 0 et l'amélioration de la visibilité était quelque chose de très variable, avec une ligne de bourrasque de neige balayant la zone. La visibilité était généralement meilleure au sud et devenait nettement pire en allant vers le nord. Mais à 08h20, l'hydrobad repéra quelque chose à l'arrière sur son radar. Au début, pensant qu'il pouvait s'agir de l'un des navires disparus ou même d'un destroyer russe, elle ne dit rien immédiatement, mais les vigies d'Abdurat identifièrent visuellement 3 destroyers allemands peu après. Sherbrooke ordonna au navire d'enquêter et les destroyers allemands se replièrent vers le nord-ouest en direction du Ypres. À 09h30, à environ 8000 yards, ils ouvrirent le feu sur Obdurat, qui prenait l'avantage. Sherbrooke observait et vit les éclairs des canons dans la brume lointaine. Obdurat fit aussitôt demi-tour, et Sherbrooke ordonna à Onslow, Orwell et Obédian de rejoindre l'Obdurat, tandis qu'Akartis et les corvettes devaient former un écran de fumée à l'arrière du convoi. Tandis que l'escorte britannique réagissait, Coumetz à bord du Ypres réagit aussi. Il ordonna au Ypres de foncer à l'est vers ses destroyers et le convoi, tandis que Lützow et ses 3 destroyers devaient se regrouper et cap au nord-est pour refermer le piège. Lorsque le Ypres vira de bord, son profil fut révélé aux destroyers britanniques comme étant celui d'un croiseur lourd, et ainsi, à 9h40, les 2 camps rompirent le silence radio. Coumetz pour signaler qu'il attaquait le convoi, et Sherbrooke pour informer tous ceux présents dans la zone de la présence de l'ennemi. Le Ypres ouvrit alors le feu sur les destroyers britanniques, car la faible visibilité avait d'abord fait croire qu'il s'agissait de navires allemands. Ce ne fut pas la dernière fois que de mauvaises conditions provoqueraient une mauvaise identification ce jour-là, mais quand Akartes posa un écran de fumée, il devint évident que ces navires n'étaient pas allemands. Obédian et Onslow ouvrirent le feu à 10 500 yards avec leur radar, puis virèrent pour s'aligner sur la trajectoire du Ypres et de ses 3 destroyers. Les Allemands se sont éloignés vers le nord, ce qui surprit Sherbrooke, étant donné qu'il était en infériorité numérique de 2 contre 1 et en infériorité en artillerie de plus de 7 contre 1, jusqu'à ce qu'il se souvienne bien sûr qu'il avait des torpilles, et dans l'obscurité, la distance était telle qu'il se trouvait, théoriquement du moins, à la limite extérieure de leur portée efficace.
Concluant, à juste titre, que les Allemands avaient reçu l'ordre de ne pas risquer leurs navires lourds face à ces torpilles, Sherbrooke engagea alors une escarmouche inégale mais violente, fonçant de temps à autre brièvement sur la formation allemande, pointant ses lance-torpilles vers eux et simulant des tirs pour les effrayer et les forcer à s'éloigner davantage, ce qui, bien sûr, éloignait encore plus les Allemands du convoi et permettait de gagner du temps pour que l'Obédiant et l'Obdurat puissent le rejoindre. Le convoi, voyant l'action et la fumée derrière lui et sur bâbord, changea de cap vers le sud-est, se dirigeant sans le savoir droit vers Lützow et ses compagnons. Mais Sherbrooke restait prudent. Les 3 destroyers allemands disparurent dans la brume et l'obscurité. Craignant que Ypres ne cherche à les attirer pour permettre aux destroyers de contourner et d'attaquer le convoi, il ordonna à Obdurat et Obédiant de revenir pour poser des écrans de fumée, tandis qu'Onslow et Orwell continuaient de harceler Ypres à distance. En agissant ainsi, ils apprirent 2 nouvelles qui les réjouirent. D'abord, Ypres se retirait vers le nord. Ensuite, la force air de l'amiral Burnett approchait depuis la même direction que celle prise par Ypres. Burnett, qui n'avait jamais eu qu'une idée très vague de l'emplacement réel du convoi, puisque le mauvais temps rendait la navigation à l'estime pratiquement inutile pour que le convoi puisse déterminer sa position réelle et la signaler avec précision, avait d'abord continué à se diriger vers le nord-ouest, pensant que le convoi était en réalité bien plus au nord qu'il ne l'était, une impression renforcée par le radar qui signalait des contacts dans cette direction, mais peu après 9h00, ceux-ci furent identifiés comme étant le Visalma et le Chester Valley. Sachant qu'il se trouvait au nord du convoi, Burnett fit alors demi-tour vers le sud et fut bientôt récompensé par la vue d'éclairs de tirs d'artillerie encore plus au sud. Au début, il subsistait une certaine confusion sur la position des traînards par rapport au convoi, mais Burnett décida qu'en l'absence d'informations, il valait mieux suivre la tradition de la Royal Navy et aller vers le bruit des canons. Ainsi, la force air accéléra vers le sud. Il était alors 10h15. Lützow et ses destroyers se trouvaient en réalité à seulement environ 14 milliards au sud du convoi, mais ils étaient incapables de les voir à cause du mauvais temps, alors que les 2 trajectoires convergeaient. Mais comme s'ils l'avaient pressenti, Ypres, dont la précision de tir avait jusqu'à présent été particulièrement inefficace, fit soudain demi-tour et fonça sur les 2 destroyers britanniques, toutes armes dehors. Onslow fut vite frappé par 4 obus de 8 pouces, neutralisant ses canons avant, le radar, sectionnant l'antenne radio, coupant la cheminée, perçant la salle des machines et criblant la passerelle. Il y avait des morts et des blessés partout. Le navire était en feu et prenait l'eau, et Sherbrooke avait reçu des éclats au visage, dont un gros morceau d'acier allemand qui lui avait temporairement délogé l'œil gauche. Restant imperturbable, il se releva, organisa le contrôle des avaries et, l'Onslow ralentissant, ordonna au capitaine Kinloch sur l'Obédiant de commander la flottille. Orwell créa un écran de fumée pour couvrir la retraite de l'Onslow sous les obus, mais une bourrasque de neige balaya le Ypres, qui relâcha son tir et arrêta la poursuite. Satisfait que la situation soit sous contrôle, Sherbrooke se laissa finalement convaincre que les yeux devaient effectivement rester dans leur orbite, et il fut donc envoyé à l'infirmerie pour recevoir des soins médicaux. La corvette Rhododendron signala alors de la fumée, venant d'un grand navire se dirigeant au nord-est, aperçu juste au sud-est du convoi. Au départ, ce rapport fut remis en question car il était presque à l'opposé de la dernière position connue de Ypres. Il pensait que les coordonnées avaient pu être inversées, mais il s'agissait bien du Lützow, désormais à moins de 3500 yards du convoi. Les navires allemands, pris dans une nouvelle bourrasque de neige, n'attaquèrent pas le convoi et poursuivirent leur route, semblant attendre une meilleure visibilité. Pendant ce temps, au nord-est, un message arriva du Bramble. Le dragueur de mine de moins de 900 tonnes tentait de rejoindre le convoi lorsqu'une éclaircie révéla un croiseur devant lui. C'était évidemment Ypres. La distance empêchait Bramble de fuir, et voyant les tourelles de 203 mm du croiseur allemand se tourner vers lui, le commandant Rust décida qu'il ne sombrerait pas sans combattre. Ce vétéran de 8 convois arctiques vers la Russie fit demi-tour et prit même Ypres de vitesse, ouvrant le feu avec ses 2 canons de 102 mm. Ce combat ne pouvait finir qu'ainsi. Bramble fut vite submergé par les tirs de Ypres,
Coumetz laissant le Friedrich et Colt achever le vaillant dragueur de mine qui coula avec tout son équipage. À ce stade, Ypres avait déjà parcouru suffisamment vers l'est pour se retrouver au nord-est, presque à l'est-nord-est du convoi, et elle repartait vers le sud pour engager le combat, tandis que Lützow avait dépassé le convoi, ce qui donna lieu à une observation étrange lorsque l'Obédiant aperçut Lützow à l'est, moment où le navire allemand sembla ouvrir le feu, mais aucun obus n'atteignit sa cible. En réalité, les éclairs provenaient des canons de Ypres qui se trouvaient directement derrière Lützow par rapport à l'Obédiant alors qu'elle terminait de tirer sur Bramble. La manœuvre en tenaille allemande échoua, ses bras se refermant devant le convoi et laissant tous les navires allemands à l'est-nord-est de celui-ci. Cependant, la situation restait celle de 2 croiseurs lourds et 6 grands destroyers contre seulement 3 E-classes pleinement opérationnels, plus l'Onslow endommagé, l'ancien Akartis, les 2 chalutiers et la seule corvette encore présente dans la formation. Lorsque la trajectoire du Lützow révéla le Ypres derrière lui, ce dernier ouvrit le feu sur l'Akatis, tandis que le Lützow restait étrangement silencieux. Un obus de 8 pouces frappa le vieux destroyer, détruisant la passerelle et le canon avant, tandis qu'un autre créa une brèche dans la salle des chaudières. Son capitaine étant mort et l'avant du navire en feu, le lieutenant Peyton Jones décida que, ne pouvant rejoindre les autres destroyers pour une attaque rapide, l'Akatis resterait avec le convoi et continuerait à produire de la fumée pour le protéger. Alors que les équipes de contrôle réparaient les premiers dégâts, d'autres obus du Ypres frappèrent et l'Akartis prit une gîte sur bâbord, les éclats forçant l'équipage à se mettre à l'abri. Le convoi changea de cap pour se diriger plus au sud, et les 3 hauts-classes opérationnels effectuèrent une nouvelle attaque simulée à la torpille, ce qui intimida le Ypres et le poussa à rompre l'engagement pour tirer sur eux à la place. Alors que le croiseur allemand battait en retraite, les 3 destroyers britanniques se replièrent pour couvrir le convoi. Le chalutier Northern Gem tenta d'aider l'Akartès, mais celui-ci coulant vite, l'opération devint rapidement un sauvetage. Ils durent agir rapidement car l'eau glaciale épuisait l'énergie des survivants. Un membre d'équipage de l'Akartès raconte « Tellement engourdi, j'ai attendu que la houle me porte au filet, puis j'ai passé bras et jambes dans le maillage, restant suspendu jusqu'à ce que 2 matelots me hissent à bord, un 3e m'aidant en me tirant par les cheveux. Je me suis effondré sur le pont, puis le froid m'a frappé en dissipant l'engourdissement. Jamais auparavant, ni depuis, je n'ai ressenti une douleur comparable à celle qui a traversé mon corps. » Un autre se souvenait, les mains n'arrivaient tout simplement pas à faire ce que le cerveau leur disait de faire. Certains blessés ont réussi à rejoindre Gem, et nous avons tenté de les faire monter en priorité, mais très vite, c'était chacun pour soi. On m'a lancé une corde et j'ai juste fait 2 tours autour de mon avant-bras avant de coincer l'extrémité dans ma bouche. J'avais 22 ans à l'époque. Ce n'était pas qu'une question de temps pour les survivants. L'équipage du Northern Gem, comme mentionné, descendait pour hisser à bord les membres d'équipage à moitié gelés de l'Akartis, mais cela signifiait qu'ils étaient eux-mêmes exposés à la mer glaciale. Alors qu'ils enroulaient leurs jambes dans les filets et tendaient la main pour sortir les hommes de l'eau, le roulis de leur navire faisait qu'ils étaient plongés à plusieurs reprises dans l'océan. Bientôt, un flot de survivants et de membres d'équipage de chalutiers à moitié gelés furent descendus près de la chaudière du navire pour tenter de les réchauffer. La seule aide médicale disponible venait d'un simple matelot dont toute l'expérience médicale se résumait au fait qu'il était marié à une infirmière et qu'il avait quelques amis à terre qui étaient médecins. Mais c'était mieux que rien. À ce stade, Lützow se souvint qu'elle était un navire de guerre et se prépara à attaquer le convoi. Mais il était trop tard, car les croiseurs de Burnett arrivèrent du nord. Ayant suivi les opérations au radar, il fit virer ses navires à tribord pour s'aligner sur Ypres à moins de 12 000 yards et ouvrit le feu. Grâce à la couverture offerte par le mauvais temps et à l'utilisation de charges propulsives à faible émission de flash, la première chose dont Coumetz eut conscience de cette nouvelle menace fut lorsque des obus de 6 pouces commencèrent à pleuvoir tout autour de lui. Ypres se dirigeait vers le nord-ouest pour éviter une fausse attaque à la torpille des 3 hauts-classes, tira une salve, fit demi-tour sous son écran de fumée et mit le cap au sud-ouest. Le tir britannique avait été précis.
Un obus de 6 pouces endommagea la machinerie, mettant une chaudière du Hipper hors service après l'inondation de l'alimentation en carburant, forçant l'arrêt de la turbine tribord par manque de puissance. Cela fit chuter la vitesse du navire. D'autres impacts mirent le navire en feu lorsque des matériaux volatiles dans la zone de stockage des avions prirent feu. Pris entre les nouveaux arrivants et la résistance continue des destroyers restants du convoi, Coumetz ordonna à tous les navires de rompre le combat et de battre en retraite vers l'ouest à 11h37. Le Sheffield et le Jamaica perdirent brièvement leur cible à cause de la fumée du Hipper, puis les destroyers allemands, Friedrich Eckholt, après avoir coulé le Bramble, et Richard Beitzen apparurent. Ayant perdu le contact avec les plus grands navires allemands et n'ayant vu jusque-là que des navires alliés, ils crurent que les croiseurs de Burnett étaient le Hipper et le Lützow et se dirigèrent vers eux. Voyant 2 destroyers allemands apparemment s'approcher d'eux, Burnett ne montra aucune hésitation comme Coumetz et fonça sur eux, toutes armes dehors, passant si près des malheureux navires allemands que même les pom-poms balayaient leurs ponts et que les canons de 6 pouces étaient abaissés au-delà de leurs limites officielles pour maintenir le tir. L'Eckholt fut rapidement détruit, tandis que le Bitzen, plus éloigné, réussit à battre en retraite et à survivre. Lützow, quant à lui, ayant reçu l'ordre de se replier, décida au lieu de cela d'ouvrir le feu pour la première fois, mais au lieu d'aider Hipper contre les croiseurs de Burnett, il tira plutôt quelques coups sur certains navires marchands du convoi, mais le meilleur résultat obtenu fut quelques éclats provenant de tirs proches qui touchèrent le cargo Calobra sans grand effet. Les destroyers britanniques posèrent un autre écran de fumée pour couvrir le convoi avant de partir à la poursuite des Allemands en retraite. Coumetz répéta son ordre de repli à 11h48, mais Lützow choisit plutôt de s'engager dans un duel d'artillerie avec les destroyers britanniques pendant 10 minutes, avant que ces derniers ne décident, voyant les forces de la Kriegsmarine s'éloigner du convoi, que leur mission était clairement accomplie et qu'ils rompent le combat pour retourner vers les navires marchands. La force air, cependant, n'était soumise à aucune de ces restrictions et continua la poursuite des navires allemands, apercevant Hipper à environ 21 000 yards brièvement, avant que le mauvais temps ne referme le rideau. À 12h23, 2 destroyers allemands furent aperçus à 9 000 yards et les navires de Burnett s'approchèrent pour intercepter, voyant finalement Lützow émerger de l'obscurité derrière eux. Sheffield et Jamaica l'engagèrent donc, Hipper se joignit au combat, et bien que la précision de tir de Lützow fût médiocre, celle de Hipper était bonne. Face à un mélange de tirs de 203 mm et de 280 mm contre ses propres canons de 152 mm, et les Allemands semblant vouloir tenter de séparer la force air du convoi, Burnett changea de cap pour sortir de portée, tout en restant entre Coumetz et le convoi, et en maintenant également un verrouillage radar, les derniers tirs étant échangés à 12h36 et le dernier contact radar rompu à 14h. Craignant que le croiseur léger Nuremberg ne soit également dans les parages, Burnett patrouilla un moment vers le sud, mais la bataille était terminée. Les navires marchands arrivèrent indemnes, pendant que les escorteurs réparaient les dégâts et évaluaient la situation. Northern Gem s'est approché d'Obdura par gros temps pour permettre aux médecins de ce dernier de sauter à bord et de soigner les survivants de la carte. Le chalutier a ensuite été soumis à un temps si mauvais que le médecin a dû être physiquement maintenu en place par certains membres de l'équipage afin qu'il puisse opérer des 2 mains avec un patient sanglé sur les tables du carré. Sherbrooke recevrait la croix de Victoria pour son rôle dans la mise en échec de l'attaque initiale de Hipper et pour être resté à son poste après avoir été blessé. Il s'est rétabli et a repris la marine, prenant sa retraite au milieu des années 1950 comme contre-amiral. Il ne surprendra sans doute pas que, avant l'Onslow, il commandait déjà des destroyers tribales, dont le Her Majesty's Ship Cossack à la bataille de Narvik, ce qui explique en partie sa défense très agressive du convoi. L'Amirauté a noté que, bien que la mission des navires britanniques fût défensive, ils s'étaient montrés très agressifs, tandis que les Allemands, présents pour l'agression, avaient adopté une attitude très défensive pendant la majeure partie de l'engagement. Apparemment, ce sentiment était partagé des 2 côtés.
En apprenant la nouvelle de l'engagement, et par la British Broadcasting Corporation qui plus est, puisque Kumitz était resté silencieux à la radio jusqu'à son retour au port, Hitler est devenu apoplectique, ordonnant la mise au rebut totale de la flotte de surface en raison de son inutilité apparente, et que leurs canons soient démontés pour être utilisés comme batterie côtière. L'amiral Raeder n'a pas réussi à le convaincre du contraire et a démissionné. L'amiral Dönitz prit le commandement, et malgré le sauvetage partiel des forces de surface de la Kriegsmarine, les travaux sur le porte-avions Graf Zeppelin et la réparation du Gneisenau furent abandonnés, tandis que Ypres, rappelé pour réparation, ne reprit jamais le service en première ligne. Dans l'ensemble, c'était donc un début réussi pour la reprise des convois de l'Arctique du point de vue des Alliés, et cette tendance allait se poursuivre. JW 52, 53, 54A, 54B, 55A et 55B ne perdirent aucun navire marchand durant leur transit. Près d'un an plus tard, JW 55B assisterait à la destruction du Scharnhorst, avec plusieurs navires déjà engagés lors de la bataille de la mer de Barents, tels que le Sheffield, le Jamaica, l'Onslow, l'Orwell, l'Opportune et le Matchless, et l'amiral Burnett revenant, cette fois à bord du Her Majesty's Ship Belfast.